Voici le contrat de vente. Et à quel prix l'avez-vous vendu? Nous l'avons vendu pour 1 224 160 yens. C'est une affaire. Vous avez l'air de vous moquer, mais c'est un prix honnête. Un œuf de poule coûte environ 8 yens. Et à vue de nez, cet œuf est 153 820 fois plus gros. J'aime l'honnêteté et la précision. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien? Aussi léger qu'un papillon. Ah, moi je fais du lyrisme maintenant, je suis comme ça. Et oui, puisqu'on va vous parler donc de Kaiju, on va vous parler surtout de Mothra, donc le monstre papillon de la Toho. Donc un monstre comme ça qui est apparu à de nombreuses reprises dans la franchise Kaiju Il a traversé 3 époques. De la Toho. Donc il était normal de revenir sur ce monstre qui est quand même le deuxième Kaiju quand même de la Toho. Sur cette grande dame. Voilà. Qui a un Kaiju peut-être fondamentalement féminin. Oui. C'est peut-être le plus grand Kaiju après Godzilla voilà. dans l'écurie Donc Toho. on va vous faire 3 émissions. Alors peut-être pas la suite quand même, mais... Pourquoi on parle de Mothra cette année en fait? Parce qu'on fête les 55 ans Tout à fait. de Mothra. Donc, Et 105e anniversaire de Ichiro Honda aussi. Voilà. C'est pas n'importe quoi. Donc 3 émissions. Une émission sur les films de l'ère Showa. Là, celle-là, c'est Une Showa. émission sur les films de l'ère Sei, donc le Godzilla et Mothra, Battle for Earth, qui a été fait en 92, et la trilogie Mothra, parce que Mothra a quand même eu droit à sa trilogie. Quand même, Rien qu'à elle, quand même. il faut le noter. Et donc la 3e émission sera un retour sur les films de l'ère Millennium et de l'évolution du personnage, parce qu'il y a eu donc plusieurs Mothra différents Tout à fait. dans l'ère Millennium. Donc dans le focus, on va vous parler uniquement des films allant de Mothra de 61 à Destroy All Monsters de 68, ce qui est déjà énorme. Dans la Tokucave, on va revenir un peu sur les jeux vidéo, puisqu'on va vous parler du jeu Godzilla sur NES, puisque Fabien adore ce jeu. Godzilla Monsters of Monsters. Et surtout, donc, on pouvait jouer avec Mothra dans le jeu, donc c'était l'occasion rêvée. Prétexte. Et vu que c'est les 105 ans de Monsieur Honda cette année, le Dikotoku sera réservé à ce grand monsieur, parce qu'il était temps quand même qu'on en parle dans Tokuscope. Ça fait la 49e émission, on n'avait pas réellement parlé de ce monsieur, donc là il est temps. Voilà, La donc justice on passe doit être réparée. au Toku Focus. Alors nous sommes en 1961 et la Toho s'apprête à entamer une décennie extrêmement riche en matière de science-fiction. Peut-être sa décennie, deuxième décennie majeure. Et c'est vrai que le Kaiju Ega, à la fin des années 50, a commencé à être un petit peu supplanté par le film de science-fiction à gros budget. On va dire que les 3 gros films de Kaiju réalisés par la Toho, ça a été Godzilla, c'est la suite, Godzilla, le retour de Godzilla, Rodin et Varan, The Unbelievable, de 58. Et c'est vrai que à la Toho, ils avaient envie, enfin en tout cas le producteur Tanaka avait envie de repartir sur un nouveau monstre, d'inventer une nouvelle créature, mais de proposer un concept... Que des films Voilà. de SF, The Mysterium, Tout à fait. The Battle in Outer Space, Exactement. notamment, qui étaient vraiment des films d'extraterrestres, des films d'invasion extraterrestre. Exactement. Purement de L'idée- Kaiju. L'idée c'était de revenir sur un film un peu plus familial, l'idée c'était aussi de créer un monstre plus mythologique, plus mystique. Ils se sont dit pourquoi cette fois ne pas faire une créature femelle qui s'inspirerait des papillons, parce qu'en plus une créature qui allie en fait la grâce, l'élégance, la figure de la mer, de la lumière et tout ça. C'est Auguste Dragon dans son bouquin sur Eiji Tsuburaya qui mentionne que même la déesse Psyché est représentée par un papillon, donc c'était légitime de prendre un papillon. Dans les premiers concepts apparemment du personnage, l'idée c'était de faire une créature assez monstrueuse, assez menaçante, qui s'inspirait justement des vrais papillons quand on les regarde dans le détail. C'est vrai que les papillons sont assez flippants. Exactement, mais ils se sont dit non, il faudrait plus faire une créature allégorique qui on va dire pue la bonté quoi, quand tu la vois quoi. C'est clair que Mothra est très très mignon. C'est ça. C'est une grosse peluche, on a envie de lui faire un câlin, alors que c'est quand même un papillon géant de 50 mètres de large. Tout à fait. Et en fait, tout comme Godzilla, en fait, ils ont d'abord testé la viabilité du personnage
par une publication. Puisqu'en fait, il y a eu un récit sérialisé qui s'appelle, je crois, Mothra et the Luminous Twins, qui a été publié dans le journal Asahi Weekly en 1961. Godzilla, c'était une publication radiophonique, c'est ça, hein. Exactement. Et donc, ça permettait aussi de tester le concept et de lancer le film. Et c'était le premier film de kaiju à avoir été écrit par Shinichi Sekizawa, qui deviendra le scribe des films de kaiju durant les années 60. Le grand scénariste de l'âge d'or. Voilà, enfin avec Takeshi Kimura, mais on va dire que Sekizawa était plus porté vers l'aspect familial du genre. Et c'est vrai que quand on regarde Mothra, on va voir que c'est un film qui est plus dans la lignée de King Kong ou alors de Gorgo, qui était sorti un an avant, c'est-à-dire c'est une créature mythologique qui va sur la terre ferme pour aller chercher quelque chose. On lui a enlevé quelque chose et il faut qu'elle aille le chercher. Mais en même temps, c'est un film qui s'inscrit énormément dans le boom économique du Japon qui a lieu au début des années 60. Tout à fait. Concept qu'on retrouvera quand même dans King Kong contre Godzilla et dans Mothra contre Godzilla après. Mais voilà, Mothra, c'est déjà un film qui parle énormément de ce boom économique. Tout à fait. Tout à fait. C'est explicite dans le film. On switch complètement de décennie. C'est plus le délire nucléaire, c'est le délire... c'est le Japon est bright, quoi. C'est le Japon est brillant. Donc, de quoi est-ce que se parle ce fameux Mothra? Eh bien, Mothra, en fait, c'est l'histoire, on l'a dit, d'un papillon géant qui est accompagné de deux jumelles, donc les Chobijin, qui en fait vivent sur une île, donc l'île de l'Infante. Espèce de paradis isolé avec plein d'espèces végétales inédites, des créatures avec des lianes, des trucs. Enfin, le monde perdu, quoi, une sorte de monde perdu, sans dinosaures, mais avec quand même des déjà, indigènes. La première chose qui est à signaler, c'est que Mothra est le premier kaiju à avoir deux formes distinctes. Donc la forme larvaire et la forme de papillon, ce qui déjà donne lieu à des séquences d'effets spéciaux totalement dingues, avec les séquences de transformation et de cocon. Et donc du coup, l'idée du film, clairement, c'est qu'il y a un industriel occidental ou occidentalisé qui vient d'un pays fictif, donc la Rolisica, qui est la fusion entre URSS et États-Unis, qui va en fait voir ces petites fées et dire oh non, on pourrait faire quand même une sacrée du gros ouf. Voilà, donc il va les capturer, il va les ramener au Japon, et après il va quand il sent que ça va un peu chauffer pour lui, il se dit on va repartir là-bas. Mais donc voilà, c'est l'idée d'un riche industriel qui va essayer et Mothra va venir au Japon parce que les Chobijin l'appellent à travers leurs chansons. Voilà. Et moi, la première chose que je remarque dans le film, c'est que c'est un film extrêmement religieux. Clairement. Il y a énormément de représentations chrétiennes dans le film, que ce soit déjà l'aspect divin de Mothra, mais surtout l'appel, toute la séquence de l'appel, notamment avec la croix. T'as une séquence avec une croix. En fait, on a Mothra est peut-être le seul kaiju à avoir son propre symbole, son propre sceau, et il est représenté dans le film par une croix avec un cercle, et surtout dans le film, il le représente avec une croix chrétienne, avec la lumière divine qui apparaît derrière, ce qui représente cette aura, cette espèce d'auréole, en fait, clairement, avec la brillance et la connotation quasi, c'est presque une sainte, Mothra. Et ce qui est intéressant quand tu sais que Tsuburaya est clairement de confession chrétienne. Chrétien, ouais, tout à fait. Je pense qu'il a dû lui-même injecter ça dans le film. C'est le seul film où je vois ça. C'est le seul film où c'est clairement explicite. Non, c'est clairement explicite. Là. Limite, on se croirait à la fin de la guerre des mondes de 53, quoi, avec la notion limite du miracle qui arrive à la fin quand Mothra vient chercher ses fées et s'en va, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le pur récit allégorique, le pur conte de fées. C'est parfait pour un récit familial, ce qui n'empêche pas de pas être c'est très disponible aussi pour les adultes comme film. Moi je trouve que c'est un des chefs-d'œuvre absolus
du genre. C'est un film C'est très très bien. Visuellement, Et, c'est magnifique. Hein. Justement, en termes de visuel, en termes d'effets spéciaux, le fait de placer l'histoire à moitié au Japon, à moitié aux États-Unis, permet à Tsuburaya de créer autre chose que des décors japonais. Oui, oui, tout à On a fait. notamment des grandes mégalopoles américaines, enfin clairement américaines. Enfin, la ville s'appelle Newkirk City. Oui, qui est clairement une représentation de New York, hein, C'est ça. clairement. Et vous avez des grands buildings qu'on ouais. n'avait pas encore au Japon à cette Ouais, époque-là, ouais. ou qu'on voyait très très peu. Et du coup, ça donne un aspect encore plus mégalopole. Oui, parce que tu vois Mothra qui surplombe ces immeubles-là, Et et tu dis waouh. en termes de création d'effets spéciaux, en termes de visuel, franchement, c'est pour moi un de ses meilleurs travaux jusqu'alors. Bah, de toute façon, Alors. pour Tsuburaya, Ouais, de ouais. toute façon, il y a une créativité de tous les instants. La séquence du cocon, où Mothra se fout sous la Tokyo Tower, renverse la Tokyo Tower et crée son cocon avec le jet. Il y a des trucs comme ça. Et puis c'est marrant parce qu'il y a aussi une mise en abîme du travail des maquettes, parce que les deux petites Chobijin, donc les deux petites fées, les filles miniatures, elles sont exploitées dans un spectacle de miniatures. Et vous les voyez débarquer sur scène à chaque fois dans des petites calèches dorées, C'est ça. qui sont des maquettes dans la diégèse du film. Donc dans la diégèse du film, Oui. vous avez des Et maquettes. puis même les séquences d'effets spéciaux où elles interviennent pour donner cette impression de miniature, enfin de miniaturiser les actrices en fait, c'est que souvent il y a des décors géants C'est ça. qui sont créés. C'est que vous imaginez, en fait, il y aurait des chaises géantes, des tables géantes qui feraient 10 mètres, qui sont créées pour donner l'impression. Alors bien sûr, des fois il y a des incrustes, Oui, bien sûr, oui. mais des fois il y a des séquences où on a des décors géants pour donner l'impression Ouais, que ouais. les actrices On sont vraiment miniatures. On sent qu'ils sont aussi essayé de changer un petit peu la donne sur d'autres aspects. Là, les deux acteurs principaux, c'est Frankie Sakai, qui était l'un des plus grands comiques japonais de cette époque-là, Bien sûr. et Kyoko Kagawa, donc l'actrice principale, qui joue le rôle de la journaliste, c'était l'une des actrices de Kurosawa quand même. Oui. Donc là, on sent que les mecs se sont dit, on va pas juste faire une série B comme une autre, on va faire Et le c'est film pareil. Mouse. Pour les Chobijin, on va aller chercher les Peanuts, Emi et Yumi Ito, donc, qui était un groupe pop Oui. japonais, donc, Ultra connu, hein, ultra connu. qui est elles-mêmes qui chantent les chansons du film, et elles sont là parce que c'est des chanteuses. Après, il y a un Voilà. personnage qui est intéressant, c'est le fameux Clark Nelson, qui est joué par un acteur américain d'origine japonaise, qui est Jerry Ito, et qui crée une sorte de décalage, parce qu'il a un jeu un petit peu outré, on sent qu'il n'est pas très à l'aise avec les autres acteurs japonais, il y a une espèce de... Il donne l'impression d'un américain. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. un cliché d'américain, quoi. On sent que le jeu est pas le même, on sent que même quand il parle, il est très... genre fait des caisses... C'est ça, il est très dans la véhémence et tout ça. Enfin, Surtout qu'on mentionne à un moment donné dans le film qu'il a eu des activités mystérieuses durant l'avant-guerre. Donc Ouais. c'est assez intéressant. Il y a quand même, on revient comme ça toujours à la Seconde Subtilement. Guerre mondiale. Tu m'avais raconté une anecdote assez intéressante sur la création de la Mothra en forme de larve, la version larve de Mothra. En fait, c'est monsieur Teruyo Shinakano, qui était l'assistant de Tsuburaya, qui m'a dit que en fait, la version larvaire de Mothra était inspirée des coronettes. En fait, les coronettes, ce qui étaient en fait des petites pâtisseries au chocolat, qui étaient enroulées comme ça, qui faisaient des espèces de tortillons. Et en fait, ils ont repris carrément le coronette et ils l'ont adapté pour faire Mothra, D'accord. qui est une grosse chenille marron, quoi. Voilà, donc tout simplement. Ils l'ont pas C'est vu, disponible déjà dans le coffret Toho Collection qui est sorti chez Sony, donc avec The Ashman et Battle in Outer Space. Donc voilà, avec la version américaine et la version japonaise. Donc voilà. Non, c'est un film que moi j'ai découvert aussi un petit peu sur le tard parce qu'il n'était pas disponible en Occident pendant un moment. Et c'est vrai que c'est quand même l'un des bijoux. C'est un des plus longs, un film du genre. Il faisait 1h40 quand même, ce qui était assez balèze pour l'époque. Peut-être des petits soucis de rythme, des fois ça peut ramer un petit peu, mais le film est tellement énorme en termes d'une ambition de tous les instants. Et on voit que Honda il s'est vraiment surpassé sur ce film-là. C'est vraiment. Ouais, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. À tous les sens du terme. Ouais, tous les sens du terme. Ouais. Donc après, Mothra va être intégré de manière directe dans l'univers de Godzilla, avec donc Mothra contre Godzilla, donc qui est réputé à juste titre par beaucoup comme étant un chef-d'œuvre du tokusatsu, du kaiju, de la franchise de Godzilla, donc qui est l'un des plus beaux films de Tsuburaya et de Honda. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film ?
Alors déjà, ce que je peux te dire en termes de ressenti, que vous savez cette race de films où vous avez l'impression que tout s'imbrique parfaitement bien, où vous avez l'impression qu'il y a une interaction totale entre les scénaristes, le réalisateur, les techniciens, les acteurs, tout fonctionne dans ce film déjà de base. Tout est génial. C'est un film cette fois qui se passe exclusivement au Japon. Cette fois en fait c'est l'œuvre de Mothra qui arrive au Japon en fait après un typhon en fait. Voilà, donc on a l'œuf qui s'écrase sur les côtes japonaises, et comme dans le premier film on a des industriels sans scrupules qui veulent exploiter l'œuf. Il y a une scène géniale où il y a le fameux industriel qui s'appelle Kumayama qui dit je l'ai payé je sais pas combien de milliards de yens parce qu'il vaut 3 858 œufs. Enfin, c'est un truc... il fait un calcul très scientifique. Voilà, c'est tout l'humour de Sekisawa, en fait, du scénariste qu'il y a dans ce film. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc les Shobijin reviennent encore une fois au Japon pour dire s'il vous plaît, rendez-nous l'œuf de Mothra. Et puis bien sûr, les industriels ne veulent pas parce qu'ils veulent l'exploiter, c'est leur propriétaire. Ils leur disent oui, vous avez une décharge signée de Mothra qui affirme que c'est bien son œuf. Enfin, des trucs complètement absurdes. Et donc on a Akira Takarada et donc Yoriko Oshii et Hiroshi Kozumi qui vont sur l'île de l'enfant, qui au passage ne ressemble plus à l'île du film précédent parce qu'elle a été ravagée par une explosion nucléaire, donc elle est complètement détruite. Il reste juste un petit oasis. Oui. Mais on sent que on revient à l'allégorie plus premier degré du nucléaire. Mais surtout déjà ce qu'il faut savoir c'est que Mothra contre Godzilla résume énormément ce qui s'est passé entre le Godzilla de 54 et 64, c'est-à-dire que on a à la fois les pêcheurs qui rappellent les pêcheurs de Godzilla. On a donc le personnage de Mothra et de son œuf. On a toute la mythologie de Mothra qui a été inaugurée dans le film de 61. On revient aux essais nucléaires, qui est quand même un sujet cher à Honda. Enfin voilà, ça synthétise énormément. Voilà, donc je disais, ils vont sur cette île pour solliciter l'aide de Mothra parce qu'entre-temps, Godzilla a débarqué sur les côtes et il ravage voilà tout. Et il se dit, Mothra, il y a ton œuf quand même sur le chemin de Godzilla, il faudrait peut-être que tu ailles le sauver. Bien sûr, Mothra y va, et puis c'est prétexte à un combat de kaiju qui est assez surprenant. Là, parce qu'on a deux combats. On a d'abord un combat entre la Mothra adulte sous forme papillon contre Godzilla. Je crois qu'il y a un des combats les plus compliqués en termes d'organisation et de réglage, parce qu'on a Haruo Nakajima en Godzilla qui est là dans son costume face à une marionnette câblée qui doit lui foncer dessus et qui doit en même temps être animée parce qu'elle a aussi des pattes, Mothra avec des griffes, elle doit aussi battre des ailes. Mothra en forme de papillon n'est pas un acteur en costume, c'est une marionnette. Tout à fait. C'est une marionnette. Et du coup c'est pour ça que dans le film vous voyez la séquence, il y a des moments où c'est accéléré pour donner plus d'amplitude au mouvement de Mothra, ce qui rend Godzilla par contre un petit peu bizarre parce qu'il va super vite, donc alors lui qui est un gros patapouf, là, d'un coup il se met à accélérer, à aller super vite. Et puis ensuite, plus tard dans le film, on a un combat entre Godzilla et les deux jumeaux Mothra. Cette fois, on a deux bébés larves qui vont aller se battre contre Godzilla. Deux larves qui sortent de l'œuf, en fait. C'est ça. Non, ça c'est un film, c'est magnifique. Je crois que c'est un des tout premiers kaiju que j'ai vu, peut-être le deuxième ou le troisième. Et je sais pas, je pense que celui-là, il est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est peut-être un de ceux... S'il fallait sauver 2 ou 3 kaijus, c'est vrai que celui-là, il serait au Panthéon. C'est un film, comme je disais, où tout est équilibré. Visuellement, c'est splendide. Les personnages humains sont attachants. Les Chobijin, elles sont bien. Alors, je les ai toujours trouvées un peu bizarres dans le premier film qu'elles parlaient une espèce de langage électronique qu'on ne comprenait pas. Là, c'est bien, elles parlent japonais. Et le design de Godzilla est fabuleux. La Mothra est superbe. Et la musique d'Ifukube, alors là... C'est là-haut, quoi. C'est là-haut. Ce qui est bien aussi avec ce film, c'est que c'est sorti en DVD chez nous, chez Studio Canal. Le problème, c'est qu'on a droit à un redoublage. Ah, c'était la douche froide. Nouveau doublage. Mais ça n'empêche pas que le film est quand même dispo. Oui. Dans une très très bonne édition, enfin, je trouve, avec la présentation du film par Jean-Pierre Jackson. Une interview de Jean-Pierre Jackson, des filmographies, une galerie d'affiches. Mais pas la VO, quoi. Ce qui est quand même... Oui, mais à l'époque, c'était quand même... énorme. Ouais, maintenant, c'est pas logique parce que le film était déjà sorti en VHS, en VO. Pourquoi il sort... Enfin, j'ai jamais compris. Moi, j'étais dégoûté. Mais au moins, c'était cool d'avoir déjà une édition avec des bonus
Aujourd'hui, on te ouais. sort des DVD quand même sans bonus et sans rien. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais bon, moi, Voilà. je vous conseille plutôt l'édition américaine. L'édition américaine est cool. Il y a le montage américain et le montage japonais. C'est qui ça. est- C'est ça. qui est Et vous vachement avez, sympa. vous avez le commentaire audio, vous avez un documentaire sur Akira Ifukube. Et si vous voyez la version américaine, donc Godzilla vs. The Thing, vous avez une séquence en plus qui était tournée pour le marché américain, Tout à fait. où c'est Godzilla qui est bombardé par l'armée américaine sur une plage. Mm. Et ça a été tourné au Japon exclusivement pour la version japonaise. Voilà. Donc ce film, on fera un commentaire audio, je pense un jour sur ce film, on fera un podcast spécial parce que c'est un bijou absolu. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment. Il faut. Donc Voilà. après, donc la même année, sort 64 toujours. Ouais. Ghidorah the Three-Headed Monster. Donc qui là est un véritable crossover entre Godzilla, Mothra, Rodan et l'arrivée pour la première fois dans le Godziverse de King Ghidorah, donc le Némésis numéro 1 de Godzilla et de tous les monstres, on pourrait dire. Oh bah c'est le méchant number one. Donc là, c'est la suite directe de Mothra contre Godzilla quand même. Hein. On nous dit que la deuxième larve de Mothra est morte sur l'île, etc. Enfin voilà, on nous résume vraiment ce qui s'est passé dans le film, on fait le lien. C'est une vraie suite pour le coup. C'est une vraie suite, on a toujours les Chobijin. Le seul petit souci, c'est que là, c'est devenu des stars d'un programme télé. Ou alors c'est marrant parce que dans le premier film, genre elles étaient exploitées. Juste un peu ça. Voilà, non mais c'est marrant parce que dans le premier film, genre ah bah non, non, on veut pas être exploité. Et là, genre bon ben on s'invite à la télé tranquille. Voilà. Au Japon, on est tranquille, on aime bien les petits enfants, on aime bien les mecs qui font du manzai là, du stand-up comédie à deux. Voilà, là c'est un dernier grand film avant la période un peu de décadence progressive qu'il va y avoir. Ouais, et encore celui-là, je trouve qu'il a déjà Il a peut-être des déjà un petit problèmes. coup, ouais. Je préfère largement Invasion Planet X qui va être fait l'année suivante. Là, je trouve que je le trouve un peu fait à la va-vite. Bah, il est sorti la même année, surtout. Je trouve qu'ils ont fait. Mothra. Ouais, ils ont fait. Mothra contre Godzilla. Ils ont enchaîné 3 films cette année quand même, 3 gros films à effets spéciaux, Mothra contre Godzilla, Dogora et celui-là. Ouais. Et je trouve que celui-là, qui est un film culte aux États-Unis, que les Américains adorent, je trouve qu'il est plus intéressant dans son intrigue extraterrestre parce qu'il y a une histoire d'une princesse qui en fait serait possédée par l'esprit d'un alien en fait, de la planète Vénus, je crois, Oui, tout à fait. qui est une intrigue de possession, tout ça qui est super intéressant. Mais après, je trouve que en termes de kaiju, on s'embête un petit peu. Et c'est pas dans ce film-là où Ghidorah est le mieux exploité, je trouve. Non, Je trouve qu'il est bien introduit, mais pas encore bien exploité. Et Mothra, bon bah. Alors Mothra apparaît sous forme de larve et c'est intéressant parce que elle joue le rôle de la mère. Ouais, Par contre, ça c'est cool. C'est la médiatrice, quoi. Voilà, Ouais. c'est que vous avez une séquence où en fait Godzilla et Rodan Ils se font la gueule. vont se taper et c'est Mothra qui va, on peut dire, Vous arrêtez maintenant. enfin, Hein. voilà, qui joue vraiment un rôle très matriarcal, très de mère quoi. C'est un rôle de mère. Et c'est là que tu vois que ça commence à partir en sucette au niveau des kaiju parce qu'ils jouent l'anthropomorphisme à monstre, genre pour leur clouer le bec littéralement, elle leur balance de la soie à chacun et t'as Godzilla qui est comme ça et Rodan mais tout à fait. et tu fais bon, ça commence un petit peu à dériver déjà. Donc, à voir. Un film familial. À Non, voir. c'est quand même, ça fait partie de cette grande époque de films en scope où c'est vraiment Ouais. super beau à réaliser, un super casting. C'est très fun, c'est très beau. Moi, c'est pas mon préféré. Après, donc on a Invasion Planète X. Apparemment, Mothra devait apparaître dans le film. Bon, pour des raisons de budget, ça s'est pas fait visiblement. Tant mieux parce que je vois pas en quoi elle aurait servi. Mais après, donc Mothra revient en 66 dans Ebirah contre Godzilla, donc un film, le premier film de Jun Fukuda réalisé pour la franchise Godzilla. Moi j'ai le titre en fait, c'est Godzilla, Ebirah, Mothra, Nankaido Daikesen. Ce qui veut dire donc. Duel dans les mers du Sud. Godzilla, Mothra, Ebirah. Duel dans les mers du Sud. Voilà. Et ce film a une histoire assez intéressante quand même. Compliqué. Ça. Qui explique un peu certains défauts du film, quand même. C'est qu'à la base, Lato et Rankin Bass étaient en train de s'allier pour faire un nouveau film de King Kong. Après, donc, King Kong contre Godzilla, on devait avoir un deuxième film de King Kong fait au Japon. Opération Robinson donc, Crusoe. Opération Robinson Crusoe, King Kong versus Ebirah ou quelque chose comme ça. Ça s'invente pas. Hein. Rankin Bass avait les droits de King Kong à l'époque, c'est ça, et devait donc amener le personnage pour que Lato puisse faire un film. Ils avaient le droit sur leur série d'animation. Hein. Voilà.
Et ce qui s'est passé, c'est que donc Rankin Bass voulait que ce soit Honda qui réalise le film. La Toho a dit non, ça va être un nouveau réalisateur, donc Jun Fukuda, qui va réaliser le film. Ils se sont fâchés, Rankin Bass est reparti avec King Kong, et la Toho s'est retrouvée avec un scénario d'un film qui ne savait pas quoi faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit « Ah ben, on va mettre Godzilla dedans », sauf qu'ils n'ont pas réécrit du tout le script, c'est qu'ils ont juste remplacé King Kong par Godzilla, ce qui veut dire que des fois, il y a des scènes assez bizarres pour Godzilla, des séquences où il gratte le nez, des séquences où il tombe amoureux d'une indigène locale. Qui joue par Kumi Mizuno. Moi j'aime bien quand il gratte le nez. Ouais, mais c'est bizarre. Honda aurait même pas pu faire le film à l'époque parce qu'il était occupé sur la guerre des monstres. Donc c'était Tout à fait. un peu plus... Mais ils feront finalement le King Kong Escapes un an après. Mais c'est vrai que ce film-là, il est marrant, mais tu cherches un petit peu le focus du film parce que tu vois Godzilla qui arrive effectivement assez tardivement dans le film. Mothra qui reste sur son île et qui arrive tardivement dans le film, à pioncer pendant tout le film et qui arrive juste à la fin. C'est plus un film de James Bond, limite, parce que c'est l'histoire de Japonais qui se retrouvent sur une île avec une organisation terroriste. Le bambou rouge. Très, très tropical, très James Bond contre Dr No. C'est les cousins du Dr No, hein, c'est Opération Tonnerre, Dr No, tout ça. Et du coup, c'est plus un film d'espionnage qu'un vrai film de Godzilla. Ouais, mais du coup, qui dit... Ouais. Film d'ado aussi. Ouais. Très film d'ado, surtout au début. Surtout au début avec le concours de danse et tout. Tête à claque. Voilà. Nouveau réalisateur, donc nouvelle équipe. On oublie les Chobijin joués par les Peanuts. Cette fois, donc c'est des nouvelles Chobijin jouées par un autre groupe, par deux jumelles donc, qui s'appellent Père Bambi. Je connais moins, moi, du coup. Voilà, apparemment c'est un duo de chanteuses aussi. Ouais. Pareil, Tsuburaya est beaucoup moins impliqué sur le film, même s'il réalise des effets spéciaux. On sent que Arikawa commence à arriver et va devenir le nouveau chef des effets spéciaux de la Toho. De toute façon, Tsuburaya était bien occupé sur Ultraman à cette époque. Donc... Oublie également Ifukube. On fait intégrer Masaru Sato, donc qui avait quand même fait la musique de Godzilla Raids Again, mais qui l'a fait une vraie composition digne de son œuvre, c'est-à-dire quelque chose de très jazzy, très très pop et tout. Et voilà. Qui est un des points forts du film d'ailleurs. Hein. Cette BO est assez dingue. Nouvelle chanson pour Mothra, avec Samatite Mosura. On l'entend dans le film. Voilà. Énormément de nouvelles directions avec ce film. Ouais, des bonnes et des moins bonnes. C'est vrai qu'on est plus dans le récit d'espionnage fun pop. Ouais. C'est d'ailleurs l'intérêt du film, avec des petites vannes sur le genre par moment. Mais c'est vrai qu'en termes de kaiju, je retiens le fight entre Godzilla contre des avions à un moment donné. Et à un moment donné, il se fight contre une espèce de condor géant qui crame comme ça. Et après, il joue au volley avec Ebira. Ouais, voilà, ça commence vraiment à dériver vers le film pour enfants purs. Il joue, c'est ça. Ouais, il joue au volley, il donne des têtes. Le problème du film, même si le film, moi j'aime bien, il est fun, il est coloré, il est tout ce que tu veux, mais tu sens que ça devient un film pour enfants. Et ça marque également la dernière apparition des Chobijin dans la franchise, enfin du moins dans l'ère Showa. Puisque donc après, Mothra va revenir bizarrement sous forme larvaire, parce qu'on sait, pourtant on te dit pas. Ça se passe dans le futur, alors c'est peut-être un héritier de Mothra. Voilà, donc. Elle est plus sur l'île de l'enfant, mais elle est sur. Destroy All Monsters. Les envahisseurs attaquent. Donc les envahisseurs attaquent. Donc Mothra revient dans ce film en forme larvaire, avec des yeux rouges. Oui, plus les yeux bleus. Ouais. Et les yeux rouges qu'elle avait également dans Ghidorah de Three-Headed Monsters, même si c'est beaucoup moins perceptible. Et pendant des années, j'étais persuadé que c'était important. Et monsieur Masaki Tezuka m'a donné raison. Parce qu'en fait, les yeux rouges, de savoir pourquoi ils deviennent rouges, parce qu'ils deviennent rouges en période de deuil. C'est pas faux. D'où le changement de couleur d'yeux dans Tokyo SOS. Tout à fait. Et j'étais persuadé d'être le seul abruti à penser ça. Et finalement, j'ai eu la réponse dans Tokyo SOS. C'est bien. Alors là, je savais pas, tu vois. Là, j'apprends un truc, tu vois. Parce que ils sont rouges parce qu'elle a perdu sa sœur dans le Ghidorah, et donc du coup ils sont rouges
soit parce que le costume était dispo, mais peut-être parce qu'on peut imaginer qu'il se serait passé quelque chose. Voilà, il y a ça. Et je pense qu'ils avaient aussi pas envie d'utiliser trop de monstres volants, parce qu'entre Rodin et Ghidorah, ça fait beaucoup de bestioles volantes à animer, donc vaut mieux un truc qui rampe au sol. Il n'a pas un rôle très majeur dans ce film, hein, il est juste là, mais bon... Très passif, encore une fois. J'ai Voilà. l'impression que Mothra, quand il est en forme larvaire, est très passif, malheureusement. Alors que le personnage est tout aussi intéressant en forme larvaire qu'en forme adulte. Il n'y a que dans le premier film où elle défonce par accident, mais bon, parce qu'il y a des bâtiments de l'armée devant elle, mais elle défonce tout, quoi. Parce que c'est pas pour les défoncer, c'est juste que les bateaux sont devant elle, elle fonce, quoi. Voilà. Et c'est le dernier film où Mothra va apparaître dans l'ère Showa. Même si apparemment elle devait réapparaître dans le film des 20 ans, donc un espèce de nouveau crossover où il devait y avoir avec Anguirus aussi, et qui devait affronter, Godzilla devait affronter une nouvelle entité extraterrestre qui arrivait sur Terre, et on devait avoir donc un personnage d'une chanteuse qui devait faire plus ou moins office de Chobijin mais adulte, à taille humaine et tout, pour Mothra. Finalement, le concept sera totalement remanié et donnera... remanié oui et non, parce qu'on garde quand même les grandes lignes et on fait avec ça Godzilla contre Mechagodzilla. Donc Mothra est supplanté par King Caesar. Et Berluberalin joue le rôle de la chanteuse. Voilà. Et les extraterrestres deviennent Mechagodzilla et... les envahisseurs du trou noir. Voilà. Mais c'est dommage parce que Mothra avait sa place dans le film des 20 ans. Ouais, c'est légitime quand même. Elle a plus que contribué à l'essor du genre. C'est ça. Mais bon, malheureusement, logique économique des années 70 faisant que elle n'était pas dans le film. Donc c'est un peu dommage, mais il faudra attendre 1992 pour revoir Mothra, mais ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. On vous réserve pour la prochaine fois. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans un monde de 8 bits avec la Tokukan. Parlons jeux vidéo, c'est la deuxième fois qu'on en parle dans l'émission, quand on avait fait l'émission Power Rangers The Movie. Et on avait également parlé du jeu sur les Uchukeiji, je te rappelle. Tout à fait. Mais bon, là c'est la deuxième fois qu'on parle de rétro gaming. Exactement. Donc, moi, je voulais vous parler de Godzilla Monsters of Monsters, qui est un jeu qui est sorti donc sur la Famicom et sur donc, la Nintendo NES, donc, qui est un jeu qu'on pourrait faire une sorte de mélange entre un jeu de plateforme et un beat'em all, mais surtout un beat'em all, puisque ça se passe durant l'ère Showa. Des films de Godzilla, puisque les envahisseurs de la planète X arrivent sur Terre pour tout casser, et donc envoient des monstres un petit peu partout pour tout détruire, et Godzilla et Mothra sont dépêchés pour aller les combattre. Donc ça fait que dans ce jeu, vous incarnez soit Godzilla, soit Mothra. Est-ce qu'on peut choisir ? Ouais, tu peux choisir. Mais en fait, alors moi, j'ai toujours joué le jeu. Tu dois faire progresser tes deux monstres sur une sorte d'échiquier, en fait. Ah oui, et à chaque fois, tu dois les faire avancer. Donc tu es forcé de jouer avec les deux monstres, en fait. Et en fait, pour un jeu de Godzilla, tu ne joues jamais sur Terre et tu fracasses jamais des immeubles, en fait. Ça se passe toujours sur des décors aliens, des décors extraterrestres, donc des planètes inconnues, où tu dois à la fois casser tout ce qu'il y a devant toi, shooter les espèces de petites bestioles, shooter les soucoupes volantes, et à chaque... C'est un beat'em all classique. Voilà. Et c'est un film qui pue l'air Showa à tous les niveaux, c'est-à-dire que tu avances, tu vois les soucoupes volantes de la planète X au fond, tu vois le vaisseau spatial de Destroy All Monsters de l'autre, et donc la qualité du jeu, c'est que tu peux jouer donc Godzilla, tu avances, tu peux donner des coups de pied, tu peux donner des coups de queue, tu peux générer le souffle radioactif, et Mothra. Donc en fait, ce qui est bien avec Mothra, c'est qu'elle vole, mais des fois quand elle vole, elle peut se faire dégommer, et des fois quand elle se fait dégommer, elle retombe au sol. D'accord. Et en fait, elle a des armes, elle aussi, donc ça fait que, elle n'a pas son fameux pollen comme dans les films, mais en fait, elle peut dupliquer ses ailes, et ses ailes, en fait, sont comme des projectiles, en fait. Et elle peut aussi cracher des espèces de boules. Un peu fumé. Ouais, comme de toute façon, quand tu vois la production design du jeu, tu te dis que les mecs, ils ont pris un petit peu d'acide, et ils ont fait je vais faire un truc violet, je vais faire un truc vert, et ils ont fait n'importe quoi. Tu vois une espèce de gros monstre à un moment qui évoque le Matango, mais un Matango géant. Oui, je me souviens de ce personnage-là. Qui était un truc de décor. Les monstres étaient assez hétéroclites en plus, ils reprenaient tous les monstres plus ou moins de la tour. Ouais, Varan, je crois. Il y a Gezora. Tu réalises le fantasme.
C'est ça, c'est... Tu regardes le fantasme, j'ai envie de voir Varan contre Godzilla. Bah, Varan, il est violet, Varan, dans ce jeu. Tu as Ghidorah, tu as Moguera, tu as King Ghidorah vers la fin, tu as Mechagodzilla. Donc, plus tu avances et plus tu réaffrontes à chaque fois le même monstre, mais il rajoute un monstre en plus à chaque fois. Donc, ça fait qu'à la fin, dans le dernier monde, tu as 4 ou 5 monstres. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien ce jeu. Il est pas compliqué, mais il est très long. C'est fun, je pense que c'est fun. Ouais, moi je suis moins connaisseur des jeux récents, ça c'est plutôt toi, mais c'est vrai que celui-là, c'est vrai que celui-là, moi je l'ai acheté il y a quoi je l'ai acheté à Nice, dans le sud, il y a une dizaine tu achètes des jeux dans le sud de la France? Ouais, je l'ai acheté dans une boutique qui n'existe plus, qui s'appelait 100% Jeux, et je l'ai acheté en 2005, et le jeu coûtait, je sais pas, peut-être qu'il m'a coûté 10 ou 15 euros, tu vois, à l'époque, mais je suis très content, et c'est vrai que c'est un jeu que je joue avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc Godzilla, Monsters of Monsters. Il y a une très bonne BO aussi. Ouais. Très bonne BO. Qui est très 8 bits, hein, très Nintendo, tout ça, mais qui est vraiment très marquante comme la plupart des jeux NES de l'époque. Voilà. C'est un jeu avant tout pour les fans, mais qui est largement mieux que la saloperie qu'ils vont faire après la Godzilla 2, où c'est une espèce de jeu de stratégie militaire qui est vraiment n'importe quoi. C'était pas bon. Non, c'était pas bien. Bon. De ce que j'en ai vu, ça avait pas l'air bon. Voilà, donc Godzilla, Monsters of Monsters. Voilà, on passe au Dikotoku. Il était temps de parler de Ishiro Honda, qui est quand même le patron, c'est le boss, le réalisateur de tous ces films, un auteur. Moi j'ai envie de dire un auteur, j'ai pas envie de dire un réalisateur, j'ai envie de dire un auteur. C'est un mec qu'il faut mettre à côté des gens comme Terence Fisher, Mario Bava. C'est un des grands artisans du cinéma fantastique de science-fiction de cette époque-là, des années 50-60, qui ont contribué au rayonnement international du genre. Mais Monsieur Honda, avant tout, c'est un grand technicien. C'est quelqu'un il est né en 1911 dans la préfecture de Yamagata. C'est quelqu'un qui est très sensible à la peinture. Il a une formation d'art à la base. Et ce qui se passe, c'est que dans les années 30, il incorpore donc la PCL, qui n'est pas encore la TO, donc ça s'appelle encore Photochemical Laboratories, et il travaille notamment pour un réalisateur qui s'appelle Kajiro Yamamoto, qui était l'un des gros poids lourds de la TO, et il rencontre d'autres personnes à cette époque-là, d'autres jeunes assistants réalisateurs qui vont travailler avec lui, comme Kurosawa. Il y a un mec qui s'appelle Akira Kurosawa, il y a une autre personne qui s'appelle Motoyoshi Oda, une autre qui s'appelle Shinkichi Taniguchi, donc des personnes plus qu'intéressantes. Et donc Honda bosse essentiellement comme assistant, donc il est mobilisé donc pendant la guerre, donc ça fait qu'il doit partir il va être capturé, combat. Je crois. Il est capturé et il rentrera au Japon qu'en 1946. Et quand il rentre au Japon, il passe fatalement par Hiroshima, et là c'est le trauma, parce qu'il voit justement la ville complètement ravagée, complètement détruite, et là ça va être un truc qui va rester dans sa vie jusqu'à la fin, et qui va marquer son cinéma. Que ce soit des films de science-fiction, des films de guerre, et aussi ses documentaires. Voilà, parce qu'il commence par du documentaire. Il réalise une formation de documentaliste. Avant de réaliser des films de genre. Il a fait des documentaires apparemment la perle bleue. Fabuleux sur des chasseurs de perles. Tout à fait, sur des pêcheurs. Voilà, sur des pêcheurs de perles qui apparemment sont énorme. Ouais, moi je veux voir ça. Moi. Honda avait travaillé pour Kurosawa, il avait été assistant sur Chien enragé. C'est notamment Honda qui a filmé toutes les séquences du marché noir que vous voyez à Tokyo. C'est Honda qui a tout filmé. Et les plans des pieds de Toshiro Mifune en train de marcher dans le marché noir, c'est pas Toshiro Mifune, c'est Honda en personne. D'accord. Voilà. Et donc après il réalise au début des années 50 des films de guerre, donc on en a parlé, Farewell Rabaul et L'Aigle du Pacifique. L'Aigle du Pacifique, qui sont des films excellents aussi, notamment L'Aigle du Pacifique,
qui est une relecture un peu plus existentielle du personnage de Yamamoto, donc le fameux amiral. Et c'est vrai que en 54 arrive la date clé, quoi, Godzilla. Quoi. Il réalise Godzilla, même si finalement Honda n'est pas le premier choix de Tanaka pour réaliser Godzilla. Au début, donc c'est Monsieur Taniguchi qui est un réalisateur maison de la Toho, donc qui devait réaliser Godzilla. Il a notamment réalisé un film donc Au-delà du col enneigé, qui annonce déjà certaines choses bizarrement que fera Honda dans Godzilla. Notamment, on a déjà le thème de l'Oxygen Destroyer par Ifukube, on a déjà le thème de Rodan. De l'armée, thème militaire. De Ifukube. On voit déjà Takeshi Shimura, un moment. Enfin, le scénario a été écrit par Kurosawa, quand même, juste pour la petite info. Un film de 47 qui donne déjà certains points clés de ce qu'aurait pu donner la réalisation de Godzilla. C'était Taniguchi qui l'avait fait. Tout à fait. Non. Donc finalement, Taniguchi ne le fait pas. Non, parce qu'il est occupé sur autre chose, il me semble. En plus, il était marié avec l'actrice principale qui joue dans Godzilla. Donc, Non, il se trouve qu'il ne peut pas faire le film, et du coup, c'est Honda qui le remplace et qui voit dans ce projet-là la matière à exprimer certaines choses, à dire des choses sur la guerre, à dire des choses sur le péril atomique, et encore une fois à filmer son pays d'une certaine manière, à capter des tranches de vie de un film fait pour lui quand même. C'est tout à fait pour lui. Ça relève quand même du miracle qu'il arrive sur ce film. C'est ça. Il n'était pas destiné à ça, et finalement c'est lui qui réussit à se récupérer le bébé. Film fait en un temps record en plus. Et je pense que ce qui fait aussi la différence de ce film-là, c'est qu'ils s'entendaient extrêmement bien avec Tsuburaya, ils étaient amis. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Donc voilà, et du coup, chacun savait comment l'autre fonctionnait, et du coup, ça donne ce moment de magie qui est le premier Godzilla, de magie et de profondeur qui est le premier Godzilla, qui est un chef-d'œuvre. Voilà. On ne dira jamais assez. Après, donc, va se créer un petit groupe au sein de la Toho qui va devenir le groupe de Tokusatsu. Donc on a Inoshiro Honda, on a Eiji Tsuburaya, on a Akira Ifukube et Tomoyuki Tanaka, quand même. Le patron, quoi. Et autour d'eux vont graviter d'autres personnes, donc, comme des scénaristes, comme des assistants réalisateurs, des acteurs, voilà, toute cette équipe technique va graviter autour de ces quatre hommes. Et ça se voit. Quand tu as les quatre réunis, ça se voit. Ça se voit parce que chacun constitue une parcelle de ces monstres-là. On a souvent dit que, par exemple, Tanaka, le producteur, c'était le père de Godzilla. Ifukube, c'était la voix de Godzilla. Tsuburaya, c'était le cœur de Godzilla. Et Honda, on a dit que c'était l'âme de Godzilla. À juste titre. À juste titre, parce que c'est lui qui a vraiment insufflé toute la profondeur, toute la matière au film. Et c'est vrai que je pense que ça a eu aussi un double effet, puisqu'il ne se voyait pas forcément réalisateur de films de science-fiction. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il va continuer dans les années 50 à enchaîner, à faire beaucoup de films, justement des comédies de meurtre, des drames. Il va même faire un biopic sur le baseball. Mais tout en continuant à faire des films de science-fiction, comme il va faire notamment L'Abominable Homme des Neiges, qui est un film très compliqué à voir aujourd'hui, parce que c'était encore un petit problème de racisme, enfin c'était un film encore un petit peu test. Rodan, dans lequel il va amener la couleur, dans le Kaiju Ega, qui est super. Prisonnière des Martiens, qui est le premier film d'invasion extraterrestre, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est un de mes films préférés dans tout genre. Battle in Outer Space, Varan's Unbelievable, et puis ensuite on a toutes les années 60 qui vont être placé sous le signe du fantastique avec Mothra, Gorath, King Kong contre Godzilla, et des films tout aussi différents, qui le mec va te faire il va te faire un film super sombre comme Matango, et ensuite il va t'enchaîner à Dragon, le gros film de SF super épique, et ensuite finalement il va faire que du kaiju presque jusqu'à la fin des années 60. Même dans les années 70, il va passer au tokusatsu pur, outre le kaiju. Il va notamment être réalisateur sur certaines séries d'Ultraman, Ultraman Jack, et même de Tsuburaya, il me semble avoir vu sur Mirrorman et Zone Fighter. Et voilà, il va être le réalisateur numéro 1 avec Yun Fukuda sur Zone Fighter. Donc c'est quelqu'un qui aura touché vraiment à tout. Même à des choses qu'il aurait pas forcément appréciées. Je pense que Honda n'était pas forcément pour
l'humanisation de Godzilla et toute l'émergence de tous ces sous-Godzilla qu'il y aura dans les années 70 avec les héros de Tokusatsu tout à fait, il y a ce fameux plan dans l'invasion politique où Godzilla se met à danser. Enfin, Honda voulait pas mettre ce plan, mettre ce bourrelet, il a dit non, c'est pour les enfants, il faut le mettre. Donc, voilà. Et c'est marrant parce que plus les films s'infantilisent dans les années 60, et plus les films vont être violents graphiquement. C'est ça la dichotomie. Tu sens que le mec, bon, il faut, quand les mecs se battent, tu sens dans Mothra contre Godzilla, t'as deux mecs qui se battent, les mecs se battent au sang. Il y a un mec qui se le sent. Voilà, dans les envahisseurs attaques, t'as des mecs qui se prennent des dragées dans la tête. Enfin, bien sûr. Tu hallucines. Et donc après, Honda va donc délaisser un peu le kaiju par moment, laissant la place à Jun Fukuda, et va revenir sur Terror of Mechagodzilla. Mechagodzilla contre-attaque. Qui est un film que j'aime bien. J'adore ce film, moi. Je trouve, qui est vachement sombre, mais au sens de lugubre. C'est crépusculaire à mort. C'est difficile de faire plus sombre. Non, si on oublie le premier Godzilla. C'est un film qui est ultra déprimant, il faut le dire, qui est l'œuvre d'un cinéaste qui termine sa carrière, et il y a cette sensation de je fais mon dernier film, quoi. Et ça. En tant que réalisateur, parce qu'après il va faire autre chose, mais c'est vrai que quand tu vois ce film-là, qui justement arrive à une époque où le toku et le kaiju sont super colorés, super cheap, super tout public, là t'as un truc très très sombre, très populaire, très sombre, très déprimant, avec des séquences on voit carrément une poitrine dénudée à un moment donné, on voit des mecs qui se font tirer dessus, on sent que Honda, on l'a fait venir pour dire bon, il faut que tu fasses un film sérieux, et ils ont dit ok, vous voulez vraiment que je fasse un film sérieux, je vais vous faire un film dark, les mecs, je vais vous faire un truc super, à la fois pop mais super dark, quoi, avec des personnages très il y a ce personnage de Katsura qui est une femme robot qui se pose des questions sur son humanité, et elle est loyale à son père qui s'est sacrifié pour elle. Il y a ce mec qui est amoureux d'elle aussi, et donc du coup il y a des dilemmes au sein de ce film de monstre qui a l'air pour enfants comme ça, mais qui est pas du tout pour les gosses. Moi quand j'ai vu ça, j'étais assez c'est violent, quoi. C'est un film très dur. C'est très dur. Et Honda donc finit sa carrière avec Godzilla là-dessus. On lui propose plus ou moins de revenir sur Godzilla dans l'ère, au début de l'ère SCI. On lui propose de réaliser le film de 84. Voilà. Il refuse. Il va se rapprocher encore plus de Kurosawa. Il va revenir à Kurosawa puisque... Il est réalisateur de seconde équipe sur Kagemusha, sur Ran, sur Rêve. Sur Rêve, il faut savoir qu'il réalise les séquences kaiju de Rêve, notamment le Mont Fuji en rouge. Le Mont Fuji en rouge, donc, qui est clairement un film de kaiju, sans kaiju, mais là qui est personnifié à fond par le Mont Fuji. En fait, on nous explique clairement que le Mont Fuji aurait été réveillé et aurait commencé à bouillonner à cause des explosions nucléaires et de la radioactivité, et donc il s'apprête à exploser parce que c'est un volcan. Tout à fait. Et ça, c'est clairement Honda. Je veux dire, ça se voit, et maintenant on le sait. Pendant des années, on a eu des doutes. Non, c'est lui. Mais officiellement, maintenant, on sait que c'est lui qui a réalisé ce film, enfin ce segment. Et c'est l'aboutissement de sa carrière. Ouais, c'est vrai, il a fait Le Tunnel aussi, qui était un film où on a un général qui croise ces soldats qui reviennent sous une forme de zombie. Et toujours dans Rêve. Dans Rêve, ouais. Et je pense qu'il n'y a que Honda qui pouvait faire ça, puisque vu que Kurosawa n'a pas connu l'armée, c'est ça. Je crois qu'il ne savait pas vraiment comment fonctionnait le système martial de l'époque. En tout cas, il n'a pas expérimenté en période de guerre, alors que Honda, lui, il l'a connu, quoi. Je pense qu'il sait ce que c'est que de voir ses collègues, ses camarades tomber, et aussi de toute la réflexion par rapport à la figure de l'autorité, que tu vois dans Atragon aussi. Mais très intéressant. Il fait partie de ces réalisateurs-là qui ont été clairement confrontés à la question du film qui parle. Aujourd'hui, il y a très peu de réalisateurs qui seraient comme ça, à part peut-être éventuellement des Bryan Singer qui te font des X-Men parce qu'ils viennent eux-mêmes de minorités. Ouais, ou moi je pensais à un mec, Oliver Stone, tu vois, qui parle du Vietnam, tu vois. Mais c'est rare. C'est rare. Non, c'est très rare, tu vois. Honda, c'est la même chose. C'est un mec qui a été traumatisé par la bombe, qui a été traumatisé par l'armée et qui est capable
par la guerre et qui est capable du coup de te le retranscrire dans ses films. Et pourquoi ces films marchent? Pour ça. Tout à fait, je suis d'accord, mais c'est tout à fait voilà, ça. Et des réalisateurs aujourd'hui. Dans son ADN de cinéaste. Des réalisateurs aujourd'hui comme ça, alors il y en aura peut-être dans les années à venir avec le 11 septembre, le trauma du 11 septembre, même si on commence à le voir. C'est très très rare. Des réalisateurs comme ça, c'est très très rare. Peut-être qu'il va y en avoir avec Fukushima aussi, tu vois. Sûrement. Mais qui pour moi ont le niveau d'un Honda. C'est rare. Non, c'est vrai que un réalisateur de cette trempe-là, aussi fédérateur, qui a conduit le genre pendant près de 20 ans, il faut en trouver. Et c'est vrai que symboliquement, il est décédé juste après son dernier film avec Kurosawa, Madadayo. Ouais. Il est décédé juste après le tournage. Et c'est marrant parce que, avant de décéder, on lui avait proposé de faire le Godzilla contre Mechagodzilla de 93 qu'il n'a pas fait, mais il est décédé en... Est-ce qu'il aurait accepté de le faire? On ne sait pas. À un moment, je sais qu'il développait un scénario de science-fiction depuis quelques années qu'il voulait faire, mais non, je crois que c'est Okarawa qui a fait le film comme prévu. C'est une personne que je rencontrerai jamais et c'est dommage, ça m'embête. Ouais. Ça fait partie de ces personnes-là qui sont partis avant même qu'on ait conscience, nous, que ces personnes-là existent. Et c'est vraiment dommage, parce que tu dis, il y a des personnes aujourd'hui qui arrivent à tenir à plus de 90 ans, voire même 100 ans. Et lui, il est parti à 82 ans, et tu dis... c'est ça. Mince, quoi. C'est triste, parce que s'il y a une personne à voir, ça aurait été lui. Ouais. Clairement. Ouais. Parce que même si Tsuburaya donnait toutes ces notes de noblesse technique au genre, comme on le disait, lui c'était l'âme de ses films, donc il avait quelque chose à raconter outre la technique. Autant il a côtoyé Kurosawa à fond, mais autant quand je vois ses films, je pense plus à du ozu, c'est-à-dire c'est plus les gens du quotidien qui discutent. Et ce qui est marrant, c'est que autant dans le premier Godzilla, on est du côté de la bourgeoisie avec le personnage de Dr Yamane qui est quand même un sacré bourgeois, Serizawa aussi qui est plutôt une sorte de bourgeois. Petit à petit, on va switcher vers les petits gens. Les gens d'en bas, les mineurs, ensuite les journalistes, classe moyenne. Après, et finalement, les riches vont être ensuite mis à mal, quoi, parce que c'est tous des enfoirés qui vont profiter du boom économique pour faire leur beurre. C'est peut-être un peu manichéen, mais en même temps, c'est pas faux, quoi. C'est un peu ce qui se passait, quoi, à l'époque. Mais ça. Et qui se passe encore aujourd'hui. Peut-être plus aujourd'hui encore. C'est ça, mais c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'humour, parce que quand tu vois toutes les vannes qu'il y a autour de la société de consommation et de la télévision qu'il y a dans ses films dans les années 60, alors certes, c'est l'œuvre du scénariste Sekizawa, mais que Honda les mette dans son film, ça montre que le mec, il avait quelque chose à dire malgré tout. Et puis quand tu réalises 4, 5, 6 films sur le même sujet, il faut te renouveler et insuffler un truc un peu nouveau, tu vois. Tout à fait. En tout cas, voilà. Il était temps de fêter cet hommage. Son 5e anniversaire. Il y a un bouquin qui doit sortir cette année aux États-Unis par Ed Godziszewski et Steve Reifel. Voilà. Il y a un autre bouquin en France l'année prochaine, peut-être. Donc voilà, la première partie sur Mothra est quand même bien achevée, je trouve. Bien entamée. On a bien défriché le truc. Une fois prochaine, on reparlera de la moi que je trouve super, trilogie des années 80. Ah, il y a des choses à dire. Hein. Il y a énormément de choses à dire et on en reparlera en long et en large et en travers. C'est des films à voir et à revoir. N'hésitez pas à les voir avant. La trilogie d'ailleurs est dispo en France, dans des éditions pourries. Pas top. Mais ça existe. Ça existe, voilà, c'est déjà ça. Donc n'hésitez pas à les voir avant. La prochaine fois, on va fêter la 50e. Ouais. Tu te rends compte, ça fait déjà presque 50 émissions que je te supporte. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne sait pas encore, on va y réfléchir. Pour fêter les 50 ans, outre l'émission qu'on a prévu de faire, ça serait bien de faire une FAQ. Peut-être, ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc on va mettre un lien sur... on va vous laisser la parole. On va mettre un post sur Facebook, mais voilà, déjà vous pouvez commencer à réfléchir à des questions si vous avez des choses que vous avez envie de savoir, etc. N'hésitez pas. L'émission, donc c'est comme d'habitude, ça se retrouve sur Facebook, sur le Facebook de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, sur la chaîne YouTube de Cinefeuse, sur le blog Tokuscope et la page Tipeee qui est toujours ouverte. Donc voilà, on va se quitter sur la musique liée à Mothra, donc je vous laisse découvrir. En attendant, prenez soin de vous et transmutez-vous.
한바 한바 무양 란다 방우라단 던주 칼라 가사쿠야